rapidement, conseil scientifique, donc moi je comprends que c'est l'importance des sciences, de la connaissance, des données probantes dans le développement et la mise en œuvre des politiques publiques. Il y a un volet national à ça, bien entendu, mais il y a aussi un volet international quand plusieurs pays coopèrent ensemble avec des organisations internationales pour développer des solutions à des problèmes qui sont plus transfrontaliers ou encore mondiaux, ou encore pour renforcer sa propre politique étrangère ou sa propre politique de relations internationales. Rapidement, quand on parle de diplomatie scientifique, on parle d'une typologie, entre guillemets, que vous connaissez sans doute et qui fait état. C'est la typologie de l'American Association for the Advancement of Science et la Royal Society de Londres, qui il y a une quinzaine d'années ont développé trois volets que l'on retrouve dans la diplomatie scientifique. Un premier volet qu'on appelle diplomatie pour la science, ce sont les accords de coopération formels en matière de science entre des gouvernements et des États et qui sont formalisés, systématisés, soit par des ministres, soit par des chefs d'État et de gouvernement, soit par des scientifiques en chef ou encore par des autorités gouvernementales. C'est ce qu'on appelle la coopération scientifique, qui est naturelle et qui se fait depuis des décennies, mais plus, parce qu'il y a un volet étatique dans la diplomatie pour promouvoir la science. Des exemples de cela, ce qu'on appelle des infrastructures partagées, comme par exemple le CERN, le Centre de recherche sur l'énergie nucléaire à Genève, ITER, qui est un centre de recherche sur les centrales thermonucléaires, qui est une initiative française et qui regroupe des dizaines de pays, le projet Sésame, qui est un projet qui regroupe plusieurs pays du Moyen-Orient, qui est basé en Jordanie, qui a également l'Union européenne parmi ses membres et qui travaille sur la question de l'accélération de la lumière, les télescopes qu'il y a en Amérique du Sud, ailleurs. Donc, il existe une multitude d'exemples de partage d'infrastructures où c'est par la diplomatie qu'on réussit à mettre ensemble des moyens pour faire avancer la science. Le deuxième volet, la science pour la diplomatie, c'est le maintien des relations entre nations, entre États, entre gouvernements en période de conflit. Donc, c'est souvent le dernier rempart qui reste en termes de dialogue, de pont pour établir des relations entre pays. L'exemple le plus flagrant de ça, bien entendu, c'est la Station spatiale internationale, où les Russes et les Américains continuent de coopérer par obligation, bien entendu. Un autre exemple, c'est si vous allez sur le site de AAAS américain, dans un contexte où les États-Unis ont un embargo très sévère avec Cuba, vous allez retrouver que la communauté scientifique américaine fait beaucoup de renforcement de capacité avec Cuba, par exemple, et avec sa communauté scientifique. C'est vrai également pour l'Iran. Dans le cas des fonds de recherche du Québec, soulignons les initiatives que le scientifique en chef a pris pour le projet Québec-Palestine, pour la mobilité de chercheurs palestiniens au Québec. C'est le cas également pour l'accueil de chercheurs ukrainiens depuis 2 ans. C'est l'exemple européen de Safe Place for Science qui permet à des pays européens d'offrir des terres d'accueil à des chercheurs orphelins américains qui sont victimes de la chasse à la science aux États-Unis. Un autre exemple flagrant de science pour la diplomatie, c'est le fameux discours du Caire de Barack Obama en 2009, alors qu'après les événements de 2001, il voulait réchauffer les relations avec les pays du Moyen-Orient et l'islam. Et il a développé une série de programmes qu'il a annoncés dans son discours pour favoriser la mobilité vers les États-Unis dans les grands centres de recherche de chercheurs du Moyen-Orient et l'envoi d'envoyés spéciaux, d'ambassadeurs américains de la science dans les pays du Moyen-Orient pour favoriser des partenariats
et faire du renforcement de capacité. Et un troisième volet de la diplomatie scientifique, c'est carrément le Conseil scientifique international. C'est ce qu'on appelle la science dans la diplomatie. Alors, les exemples sont nombreux de cela. C'est le GIEC pour la conférence des Nations unies sur le climat. C'est l'IPBES pour la Convention des Nations unies sur la biodiversité. C'est l'UICN pour le patrimoine auprès de l'UNESCO. Et c'est les initiatives récentes des Nations unies par rapport à l'intelligence artificielle, où on vient de créer le mois dernier un comité d'experts internationaux, de scientifiques, pour conseiller la direction des Nations unies et les membres de l'ONU sur les enjeux reliés à l'accélération de l'intelligence artificielle et ses conséquences. Et même chose pour le développement d'une autre initiative qu'on appelle le dialogue mondial sur l'intelligence artificielle avec les experts qui viennent influencer le cours du progrès scientifique par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, on retrouve la diplomatie scientifique autour de ces trois volets. Et pour ce qui vous intéresse, sans doute, principalement le volet de la science dans la diplomatie. Trois questions, donc, je vous posais, quand on parle de coopérer, on parle de coopérer sur quoi? Je voulais juste insister sur le fait qu'on coopère sur toute forme de science. La recherche et développement et les processus d'innovation amènent des technologies qui ont plusieurs usages et on remarque au cours des dernières années, en termes de coopération scientifique, qu'il y a un focus et une cible très importante de porter sur les technologies qu'on appelle les technologies de rupture, les technologies sensibles, les technologies disruptives ou les technologies critiques qui sont à peu près toutes synonymes, mais qui font référence à l'univers du STEM, là, de sciences, technologies, engineering et médecine. Donc, la coopération scientifique à l'international porte de plus en plus sur ces enjeux-là et qui amène un problème par rapport aux usages des technologies qui sont développées dans cet univers, c'est-à-dire les usages civils et les usages militaires. On y reviendra. Quand on parle de technologies sensibles, on peut prendre certaines nomenclatures, mais je vous amène sur la nomenclature de l'ASPI, qui est l'Australian Science Policy Institute, qui ont une plateforme qui exerce du leadership dans les technologies qu'on appelle les technologies sensibles ou les technologies critiques. Ils ont identifié 64 technologies critiques et qui sont des technologies qui tournent autour de la défense, de l'espace, de l'énergie, de l'environnement, de l'intelligence artificielle, des biotechnologies, de la robotique, de la cybersécurité, du matériel avancé, donc en anglais c'est Advanced Material, et de la puissance de calcul ainsi que du quantique. Et il y en a comme ça 64. Je vous invite d'ailleurs à aller sur ce site-là de l'ASPI et la plateforme s'appelle Critical Technology Tracker et vous allez retrouver également la méthodologie pour le classement. Ils basent leur classement sur ce qu'on appelle les High Impact Publications, donc les publications d'impact en matière scientifique. Quand on parle de coopérer, on parle de coopérer avec qui? Donc, si je reprends le classement de l'ASPI, ils ont fait une analyse intéressante au cours des 15 dernières années. Ils ont classé les pays dans le monde par rapport à qui exerce du leadership sur les 64 technologies critiques. Et sur une période de 15 ans, donc il y a 15 ans, les Américains étaient les leaders dans 60 des 64 technologies critiques. Aujourd'hui, ils sont leaders dans 7 des 64 technologies critiques. La Chine, quant à elle,
était leader dans 3 des 64 technologies critiques il y a 15 ans. Aujourd'hui, est leader dans 57 des 64 technologies. Donc, il y a eu un basculement important en termes de leadership dans les technologies de rupture et les technologies critiques, qui sont les technologies les plus importantes présentement en matière de coopération scientifique internationale. L'Europe est encore un joueur majeur par rapport aux technologies critiques. Elle est deuxième dans 30 des 64 technologies critiques actuellement, entre autres à cause du programme Horizon Europe et à cause de l'effet de locomotive exercé par l'Allemagne et par l'Italie. On s'aperçoit qu'il y a dans l'antichambre des pays qui cognent à la porte. On parle entre autres de l'Inde, qui est dans le top 5 de 45 des 64 technologies critiques. Et qu'il y a des pays qui font du surplace, comme le Royaume-Uni et le Japon. Donc, il y a présentement un mouvement de plaques tectoniques en matière de leadership dans les technologies d'avenir et la Chine prend de plus en plus de place et d'importance. Si on jumelle ça avec d'autres types de, de classement, si je prends par exemple le classement de l'OMPI, WIPO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour la propriété intellectuelle. Excusez-moi, je vais juste... Bon. Donc, le classement qu'on appelle l'index mondial d'innovation, le GII, établit les pays qui présentement exercent le plus de leadership par rapport à l'innovation dans le monde. Le classement 2025, les pays qui sont en tête, c'est la Suisse, la Suède, les États-Unis, la Corée du Sud, Singapour, le Royaume-Uni, la Finlande, les Pays-Bas, le Danemark et la Chine. Pour la première fois dans ces classements-là, la Chine est apparue au 10e rang et fait des sauts importants en matière d'innovation. Le Canada est 17e. Si on regarde un peu plus près de ce qui se passe avec la Chine, il y a eu, il y a 2 ans, une réunion importante des Five Eyes, que l'on appelle, c'est-à-dire les services secrets des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Et devant la montée de la Chine par rapport à la science et à l'innovation et à leur ambition en termes de coopération scientifique, ils ont allumé des lumières jaunes et des lumières rouges en disant à leurs pays respectifs, écoutez, la Chine, quand elle veut ouvrir des chaires Huawei, par exemple, sur le 5G, quand elles veulent développer plus de relations avec les instituts Confucius, quand elles veulent développer des programmes de mobilité comme leur programme 1000 Talent, il y a des agendas cachés derrière. Et puis, c'est fini le temps où est-ce que les pays qu'on appelle les Five Eyes étaient les bons cops. Il faut maintenant être beaucoup plus vigilant et se prendre en main pour filtrer tout ce qui s'appelle coopération scientifique avec des grandes puissances dans le monde. De sorte que le Canada s'est saisi, bien entendu, de ces avertissements et de ces directives. Et le gouvernement canadien a établi, depuis les 2 dernières années, 2 listes. Une liste des domaines sensibles qui correspond grosso modo aux 64 technologies dont on parlait tout à l'heure, et puis une liste des organisations nommées, c'est-à-dire des organismes ou des institutions de recherche qui sont sur un genre de liste noire et on demande dorénavant aux institutions universitaires, aux institutions de recherche, d'éviter de faire de la coopération scientifique avec ces organisations. Et de toute façon, il n'y aura plus aucun financement public en matière de recherche et développement et d'innovation qui va être octroyé à des organisations au Canada qui vont vouloir faire de la coopération avec ces organisations. Parmi les 103 organismes sur la liste,
il y a une majorité d'organismes qui sont des organisations de recherche et de développement en Chine et quelques autres en Iran et en Russie. Alors, comment le Canada se comporte par rapport à, entre autres, à sa diplomatie internationale et à son positionnement? Mais disons que le Canada investit 1,8 de son PIB en matière de recherche et développement, ce qui est très peu quand on sait que le Québec investit 2,6 qui fait monter beaucoup la moyenne canadienne, quand on sait que le Québec investit au même niveau que la moyenne des pays de l'OCDE, et on le fait au-dessus de la moyenne des pays de l'Union européenne. Donc, il y a un premier constat qui est d'investir beaucoup plus massivement par des dépenses publiques en matière de recherche et développement. Le budget fédéral d'hier est un budget qui a été salué par le U15 au Canada, qui est le regroupement des 15 grandes universités de recherche. Il a également été salué par de nombreux recteurs d'universités au Québec. Donc, c'est un bon signe que le Canada va se réinvestir, entre guillemets, dans l'intensité de recherche et développement. Une chose qui est importante aussi à retenir, c'est qu'un des problèmes reliés à la faible productivité au Canada, c'est entre autres le fait que la recherche, développement et l'innovation est beaucoup l'apanage des fonds publics et beaucoup moins par rapport à d'autres pays des fonds privés. Et quand on regarde présentement l'intensification de la recherche et développement et la production de connaissances et de données probantes, même avec toutes sortes de problèmes, qui est faite par le secteur privé, c'est un enjeu qui va être important pour le Canada de stimuler la recherche, développement et l'innovation dans le secteur privé. Les constats que l'on peut faire par rapport à coopérer avec qui en matière de diplomatie scientifique, bien entendu, présentement, on a une espèce d'allergie par rapport à nos voisins du Sud, relativement dans le contexte où est-ce qu'ils ont attaqué à peu près tout ce qui touche fonds publics de recherche et également universités. Cependant, les Américains continuent à être un joueur majeur par rapport à la recherche et développement, à l'attraction des meilleurs talents. Et un des plus beaux exemples de ça, c'est le cluster d'innovation de Silicon Valley. Si vous prenez présentement la capitalisation des 10 plus grandes entreprises au monde, vous allez retrouver parmi les 10 plus importantes, les 6 premiers, qui sont des entreprises du GAFAM, entre autres, américains. Que ce soit Nvidia, Apple, Google, Amazon et tutti quanti. Je voyais récemment que OpenAI, dont une grande partie de la propriété est Microsoft, va faire un appel à capitalisation publique en 2026 et leur ambition, c'est de lever 1000 milliards de dollars américains quand ils vont entrer en bourse. Et une grande partie des argents de ces entreprises-là sont en recherche et développement sur des technologies de rupture qui font présentement l'objet de toute une dynamique géopolitique internationale en matière de coopération scientifique. La dernière question, coopérer à quelle fin? Quand on regarde deux grands rapports, celui du AAAS et de la Royal Society de 2025 et celui d'un cadre européen pour la diplomatie scientifique également de 2025, les constats et les conclusions qui sont faites nous disent, attention, la diplomatie scientifique et la coopération scientifique qu'on a toujours appelé de nos voeux pour la question, entre autres, du bien commun, de la poursuite des objectifs du développement durable, on s'aperçoit de plus en plus que les pays
développent davantage de souveraineté scientifique. Et s'ils font de la diplomatie scientifique, c'est d'abord et avant tout pour un concept clé dans le mot diplomatie, c'est la question d'intérêt national. Donc, la coopération scientifique et la diplomatie scientifique, présentement, se fait beaucoup par rapport, entre autres, à la défense et la promotion des intérêts nationaux, par le fait même pour développer davantage sa souveraineté scientifique. Et qui dit souveraineté scientifique dit également souveraineté numérique. Donc là aussi, il y a une espèce de mouvement par rapport à la coopération internationale, où est-ce que l'époque où on était tous des bons cops et on jouait dans un film basé sur le bien commun est en train de changer. L'autre élément qu'il faut retenir quand on parle de coopérer à quelle fin, c'est qu'il y a une mise à mal présentement beaucoup à cause des Américains sur le multilatéralisme et les organisations internationales. Donc, vous avez vu comme moi encore hier qu'on dit que le peu de progrès qu'on a fait à l'aube de la nouvelle COP sur le climat au Brésil, là, les peu de progrès qu'on a fait sur la lutte au changement climatique va être très rapidement effacé à cause de la prise de position des Américains. Les Américains ont mis la hache dans à peu près toutes les institutions de recherche qui visent à développer de l'expertise pour des politiques publiques par rapport à la transition énergétique et la lutte au changement climatique et la biodiversité aux États-Unis. Ils coupent également leur financement dans les grandes organisations onusiennes qui en font la promotion. Je pense entre autres à l'UNESCO. Et également, ils empêchent leurs chercheurs de toute espèce d'horizon et de toute espèce de nature de participer à des grandes messes internationales qui sont reliées, entre autres, à tout ce qui s'appelle l'environnement, le climat, les vaccins ARN, etc. Donc, en termes de conclusion, il y a une limite à la souveraineté scientifique qui est présentement dans le viseur et dans la cible de beaucoup de pays. Il faut continuer à faire de la coopération scientifique pour renforcer les connaissances qui vont servir à la fois à son propre pays, mais aussi à des enjeux reliés au bien commun, des enjeux mondiaux, des enjeux transfrontaliers. L'autre élément de conclusion, l'importance de l'intensité en recherche et développement. Donc, des pays comme le Canada peuvent et doivent en faire plus, à la fois par l'injection de fonds publics, mais aussi à la fois par l'injection de fonds privés. Un autre élément de conclusion également, c'est le rapprochement des stratégies sécurité-défense qu'à peu près tous les pays sont en train de faire, à la fois pour faire face à l'approche que les Américains ont prise, mais aussi pour créer de la synergie entre tout ce qui est développé en termes de sciences à des fins civiles pour des fins de défense, des fins de sécurité et des fins militaires. Il y a un enjeu de sensibilité importante par rapport à ça. Il y a un enjeu d'éthique et de valeur par rapport à ça également. Donc, ça serait intéressant de voir comment, dans les prochaines années, la fusion de la sécurité-défense avec les usages civils des technologies vont se faire. Autre élément de conclusion, c'est la cohérence et l'intégration entre ce qu'on appelle dorénavant la stratégie industrielle dans les pays, avec le rôle du secteur privé également, et la stratégie par rapport à la science et au progrès scientifique. On a toujours dit que le Canada avait une absence de cohérence par rapport à une stratégie industrielle en matière de science et innovation. Et là, on voit apparaître, sous la menace de ce qui se passe, bien entendu, aux États-Unis, une nouvelle façon de voir une intégration entre une politique industrielle, une stratégie industrielle et une stratégie de recherche et développement ou d'innovation. On s'éloigne encore plus de la question de la recherche fondamentale et on entre davantage dans tout l'univers
de la recherche dirigée ou encore de la recherche commanditée. Et finalement, les dangers de l'ingérence, donc qu'on pourrait appeler c'est fini le régime des bisounours, où est-ce que on pensait que tous les pays avaient des bonnes intentions en matière de science, de recherche, développement et d'innovation. Il faut faire attention à la façon dont nous allons développer nos politiques étrangères. Vous avez vu comme moi qu'au cours des derniers jours, le premier ministre canadien avec des ministres ont parcouru l'Asie et ont réchauffé, entre guillemets, nos relations avec la Chine et nos relations avec l'Inde. Ce sont deux joueurs incontournables en matière de coopération scientifique. Il faut essayer d'être pragmatique et de développer une stratégie où est-ce qu'on va être capable d'analyser, de gérer les risques, de coopérer en matière de science sur des enjeux sensibles avec ces grandes nations qui vont devenir des grandes puissances, tout comme c'est le cas présentement avec les États-Unis. J'aurais bien aimé parler de deux choses, l'UNESCO et l'AECG, par rapport à l'expérience que j'ai eue sur le conseil scientifique, mais je vais vous laisser le soin de me poser des questions sur ça ou sur d'autres choses. Merci beaucoup, Michel, en fait, pour cette riche présentation. Je vois qu'il y a plusieurs personnes, en fait, qui ont écrit des choses dans le chat, en tout cas. Donc, je vais peut-être laisser la parole à certaines personnes. Mais pour commencer, avant que je prenne, en fait, une autre question, justement, l'enjeu, le contexte géopolitique, on le voit, c'est le rôle de la science et des scientifiques, justement. C'est quand on fait du conseil scientifique, notre objectif, nous, c'est par exemple d'éclairer les politiques publiques. Mais aujourd'hui, tu l'as bien dit, dans le cadre de la COP, aujourd'hui, le retrait des États-Unis ou de l'engagement, alors que les données scientifiques sont là. Donc, tu sais, les scientifiques, quand ils présentent leurs résultats probants, ils n'ont pas changé, en fait. Mais on est dans un contexte où, finalement, il y a une des puissances qui veut, pour certaines raisons idéologiques, par exemple, intervenir. Donc, dans ce contexte-là, comment le conseil scientifique, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on laisse tomber, ou est-ce qu'au contraire, on essaie de prendre encore plus de place dans un monde de désinformation? Moi, je pense qu'il faut être optimiste. Je dirais pour une raison qui est celle que la présidence américaine présentement n'est pas éternelle, qu'il y aura dans moins de 12 mois des élections aux États-Unis qui risquent, on l'espère tous, de faire basculer euh, le Congrès, la Chambre des représentants, le Sénat dans l'autre camp, qui va mettre de la pression sur la présidence américaine pour arrêter de gouverner par décret exécutif. Et l'autre chose, c'est qu'on regarde ça un peu sur le temps long, même si par rapport, entre autres, à l'environnement ou encore à l'intelligence artificielle, le temps long, c'est le temps court. Mhm. Il y aura d'autres élections aux États-Unis, il y aura d'autres présidences, il y en a qui vont réparer les pots cassés. Et il faut faire confiance un peu à l'avenir et je dirais à la résilience du système politique américain pour nous amener ailleurs. L'autre élément par rapport à ça, c'est qu'il y a des niveaux de gouvernance qui sont intéressants. Hier, on a vu l'élection à New York d'un nouveau maire qui va donner de l'urticaire au président Trump pendant au moins les 3 prochaines années. Et qui, dans des grandes villes, on le sait, peuvent être des acteurs majeurs par rapport à des enjeux reliés à l'environnement, la transition énergétique, etc. Les États américains, comme la Californie, ne vibrent pas aux mêmes valeurs que la Maison-Blanche. Le Québec, on connaît ça, nous, la question de la fédération et des États qu'on appelle en bon français les subnational states. Donc, le Québec, ça fait longtemps qu'il travaille avec la Californie sur le marché du carbone, qui est mis à mal par rapport à la taxe du carbone, mais qui tient encore la route et qui est encore, moi, je pense, un élément intéressant pour lutter contre les changements climatiques et atteindre nos cibles.
Jean Lemire, qui est l'émissaire québécois en matière de changement climatique, nous dit toujours, entre autres, quand Bolsonaro a pris le pouvoir au Brésil, il y a eu un clash important avec les environnementalistes, un peu comme il est arrivé aux États-Unis depuis un an. Et il disait qu'ils ont continué à travailler entre États fédérés sur les États qui étaient autour de l'Amazonie pour continuer à avoir une action significative par rapport, entre autres, à la lutte au changement climatique et par rapport à la protection de l'environnement et surtout de la biodiversité. Bref, il faut être encore plus stratégique en conseil scientifique, je pense, dans le contexte géopolitique actuel, de servir de tous les niveaux de gouvernance qui sont à notre disposition, de se servir des médias d'information encore plus que ce que l'on fait, de se servir des opposants politiques à notre cause, mais il faut plus que jamais redoubler d'efforts parce que les années qui viennent sont fondamentales par rapport à des enjeux comme ça. En tout cas, ben, un très bon point. Puis justement, on travaille beaucoup sur le conseil scientifique au niveau des municipalités au Québec. Là, c'est une façon de le faire dans un autre contexte, mais je pense que dans le contexte américain, on travaille aussi avec certaines grandes villes américaines autour de la région des Grands Lacs, par exemple, en tout cas. Donc, bons exemples. Alors, s'il y a quelqu'un, je pense qu'il nous reste encore quelques minutes pour une autre question, ou s'il y a quelque chose dans le chat, je vais aller regarder, moi, quelqu'un qui voudrait poser une question directement. Pierrick, j'ai vu que tu avais mis beaucoup de commentaires dans le chat. Je peux te laisser la parole une minute si tu veux. Oui, très brièvement. D'abord, merci beaucoup, Monsieur Audet. C'est vraiment fascinant d'avoir un portrait aussi global. Moi, la question que je me pose, je suis heureux de voir que vous croyez à la résilience des systèmes ou de la politique et surtout que vous voyez d'autres niveaux de gouvernance aussi en termes scientifiques. Et ça, c'est très positif. Néanmoins, je trouve qu'il y a quand même des enjeux structurels. Je veux dire, par exemple, Amy Webb parle de la G-Mafia quand elle parle des GAFAM. Elle parle des BAT aussi, plus en lien avec la Chine, etc. Donc, et moi, j'ai été en Australie pour un congrès dans le domaine de l'informatique affective, qui est sans doute l'une des technologies sensibles à venir. Puis j'étais surpris de voir à quel point les chercheurs étaient impliqués là-bas, dans le Pacifique, avec les GAFAM et collaboraient avec eux. Donc, est-ce que selon vous, parce que je suis pas sûr d'avoir bien saisi si pour vous, il fallait se méfier des GAFAM ou s'il fallait au contraire collaborer avec eux pour bien évaluer finalement les enjeux auxquels on peut être soumis? Écoutez, c'est une excellente question. Puis par rapport à votre question, ma réponse, ce sont les deux. Il faut à la fois être conscient de la force de frappe que les GAFAM vont avoir au cours des prochaines années en matière d'innovation et qui vont avoir des usages transversaux incroyables dans à peu près toutes les sphères de la société. L'argent est là. La semaine dernière, pas la semaine dernière, il y a 15 jours, j'ai eu l'opportunité d'avoir un lunch en privé avec Sami Benjo, qui est le frère de Yoshua Benjo, que vous connaissez tous. Yoshua a pris, lui, la voie de l'université du monde académique. Et puis, Sami, lui, a pris la voie du secteur privé. Sami a été longtemps vice-président intelligence artificielle chez Google et depuis quelques années, il est vice-président d'intelligence artificielle et deep learning, apprentissage profond, chez Apple. Et il nous disait que malgré tout ce qui se passe aux États-Unis présentement par rapport à la science, toute la méfiance qu'il y a par rapport à Washington, il disait entre autres que Washington, c'est très loin de Stanford et de Palo Alto. Et Silicon Valley vit dans une espèce d'autarcie ou de bulle, où est-ce que c'est l'argent qui parle, entre guillemets, et ils attirent les meilleurs talents, les meilleurs scientifiques, encore aujourd'hui, à coût de millions, de dizaines de millions de dollars. Les gens sont richissimes, entre guillemets, ils ont les moyens de travailler. Ça, il faut être méfiant, il faut faire attention à cet univers-là. Cependant, la recherche qui est faite, les résultats, le transfert des connaissances qui est fait en matière d'application et d'usage, il est phénoménal. Et
Et quand on dit que la lutte dans le monde présentement, c'est beaucoup la lutte à la productivité pour les économies, pour la croissance économique, pour le progrès des économies. Puis c'est là qu'un pays comme le Canada est toujours euh, considéré comme un mauvais élève, parce que cette question-là de l'investissement massif en recherche, développement et innovation du secteur privé doit donner des usages et des résultats, doit servir l'économie d'une nation et d'un pays. Et ça, entre autres, la G-Mafia nous fait la démonstration qu'ils il développent des données probantes, ils développent des connaissances, ils développent des savoirs, ils mettent en action des savoirs dans des usages. Il faut tirer profit de ça. Mais de l'autre côté, il faut aussi être très méfiant par rapport à ce capitalisme outrancier relié entre autres à la recherche et développement. Et puis à l'éthique et à la sécurité de la recherche. Mais vous avez un très bon point. Merci, Michel. Je vois que Amadou Diallo lève la main. Je vais vous laisser parler directement. Euh, Bonjour, monsieur. C'est Amadou Diallo depuis la Guinée-Conakry. Voilà l'enjeu, comme vous parlez de la diplomatie scientifique. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que dans un souci d'élargissement de la science, je sais que les États sont vraiment jaloux de leur développement scientifique, de leur technologie, ils ne peuvent pas la partager. Donc, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous avez quelques indices, par rapport à l'implication de certains, de certains États africains dans la recherche de cette technologie-là ou dans la maîtrise de cette technologie-là? Pourriez-vous répéter tranquillement la dernière partie de votre question, s'il vous plaît? On ne vous entend Voilà, pas très bien, Amadou. voilà, je disais que pour un système d'élargissement, les technologies, on sait que ce sont en fait des connaissances qui sont chèrement acquises. Donc, c'est pas facile. Les États qui détiennent ces technologies-là ne veulent pas les partager. Est-ce que vous avez, la question est-ce que vous avez des indices qui montrent que l'Afrique est aussi impliquée dans la recherche de d'établir des coopérations avec ces États-là, tels que les États-Unis et la Corée du Sud, dans le cadre dans le but d'acquérir aussi cette connaissance technologique-là. Écoutez, j'espère bien comprendre la question. Oui, en préparant mon intervention, je me disais, on est dans une partie du monde et il y a toute une autre partie du monde. Dans nos travaux qu'on fait à l'Université de Montréal sur la diplomatie scientifique, on essaie de porter un regard sur le Grand Sud, entre guillemets, et les enjeux de coopération scientifique Nord-Sud en matière de sciences. Je sais que le réseau francophone en conseil scientifique est très, très centré également sur cet enjeu-là. Présentement, c'est... Bon, moi, je regarde un peu l'Union africaine avec son projet 2063 et puis sa stratégie aux 10 ans par rapport, entre autres, à l'ambition de développer une souveraineté scientifique pour l'Afrique. Certains trouvent que la paralysie de l'Union africaine ne fait peut-être pas assez avancer les choses, mais il y a quand même une volonté importante en Afrique de vouloir développer une souveraineté scientifique, de briser des liens de dépendance qui existent par rapport à des grandes entreprises privées, que ce soit dans le domaine des produits pharmaceutiques, de la santé, des technologies de l'information, de l'énergie, etc., pour développer des réels partenariats pour que l'Afrique développe ses savoirs par rapport à ses préoccupations et ses grands défis. Il y a là un chantier du siècle, entre guillemets, par rapport à la science. Euh, Quand on regarde aussi le fait que c'est devenu l'Afrique est devenue également un terrain où les grands joueurs GAFAM et autres s'installent et où des pays s'installent avec des agendas, comme par exemple la Chine, avec éventuellement tout le déploiement de son arsenal d'usage de ces technologies critiques qui vont servir le continent africain et toutes ces infrastructures. Mais je suis très mal placé pour vous faire une analyse très détaillée et sérieuse, mais chose certaine,
il faut plus que jamais que les pays du Nord, dans ce contexte géopolitique où est-ce qu'on est tout obsédé par ce que les Américains vont faire, ce que les Russes vont faire et ce que les Chinois vont faire, moi, je pense que les pays du Nord qui ont des valeurs communes, je pense au Canada avec un certain nombre de pays européens, on peut encore peser dans le développement civilisé, éthique de la science avec le continent africain. On peut le faire par des organisations subrégionales comme l'Union africaine, avec les liens avec l'Union européenne. On peut le faire aussi avec des organisations plus politico-linguistiques. Je pense entre autres à l'Organisation de la francophonie, même si elle est mise à mal présentement dans, dans les pays du Sahel. Mais il y a tout un chantier par rapport, entre autres, à des nouveaux partenariats à établir avec une Afrique qui présentement est en train de changer sur le plan de sa gouvernance, sur le plan de ses élites et qui a des grandes ambitions de développer de la souveraineté scientifique. Merci beaucoup, Michel, pour cette réponse. Alors, une dernière très rapide, Yaya. Je vois que vous avez levé la main, mais après, on va laisser faire. Mais il y a d'autres commentaires que tu pourras regarder après dans le chat. Mais Yaya, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Audet. Merci beaucoup pour cet éclairage qui a en même temps mis au jour pas des problèmes, mais des défis énormes. Alors, je souligne la sécurité où se mélange à la fois le militaire et le social et le sociétal. Alors, maintenant, on parle de guerre hybride. Et, et là, les outils, surtout les outils informatiques, est-ce que on pousse, par exemple, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être le Canada a déjà un système informatique, un cloud indépendant, ou on est encore impliqué avec nos voisins du Sud? Oui, oui, vous avez aussi une excellente question. Il y a présentement là, tout un éveil autour de la cybersécurité. Vous parliez des guerres hybrides, entre autres, et de toute la question de la souveraineté nationale sur ces données et ces informations. Un pays comme le mien est un très mauvais élève par rapport à ça. Toute notre industrie de la sécurité et défense est dans les mains des fournisseurs américains, avec tout ce que ça comporte. Euh, euh, tout ce qui s'appelle environnement, plateforme numérique est dans les mains de grandes multinationales américaines dont on parlait tout à l'heure. Et les Américains ont des leviers incroyables avec leur législation protectionniste, nationaliste, comme le Cloud Act, Patriot Act et autres, pour mettre la main sur toute espèce d'information qui a une incidence et qui peut avoir une incidence sur la sécurité du pays. Donc, autrement dit, en plus, avec les développements accélérés de l'intelligence artificielle et des agents de l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond qui se fait présentement par l'usage qu'on fait dans nos pays de ChatGPT et des autres agents, bien, ça nourrit encore plus l'écosystème d'OpenAI, ça nourrit encore plus l'écosystème de Microsoft et ça nourrit encore plus l'écosystème de la Silicon Valley. Donc, on est vraiment prisonnier à cause d'un laisser-aller bon enfant des dernières décennies sur tout ce qui s'appelle infrastructure et plateforme technologique de nos voisins du Sud. Il y a par contre des signaux intéressants. Je lisais cette semaine que Wab Kinew, qui est le premier ministre du Manitoba, a décidé par législation de développer toute une politique pour s'affranchir au maximum de sa dépendance avec les Américains sur la protection des données et la cybersécurité. J'ai rien vu présentement au Canada en termes de démarches sérieuses et structurantes
pour nous affranchir de ces infrastructures-là et de développer plus de souveraineté scientifique. Mais c'est sûr que les grands de ce monde, des grands pays de ce monde qui ont leurs tentacules partout dans le monde par rapport aux infrastructures technologiques, avec l'intelligence artificielle, c'est devenu un enjeu fondamental de souveraineté nationale et il faut se prendre en main pour développer nos chaînes de valeur, nos écosystèmes d'entreprises qui vont être capables de nous rendre moins dépendants de pays qu'on pensait toujours alliés, mais qui ne le sont pas toujours et dont les alliances en termes de mariage varient souvent entre fiançailles et divorce, entre guillemets. Merci beaucoup pour la réponse, merci pour la question aussi. Je vois qu'il y en a d'autres, mais je pense qu'on va terminer là notre webinaire. Merci au nom du RFIX. En fait, Michel, je te remercie vraiment beaucoup, à la fois pour la présentation, la richesse des conclusions. Chacune de tes conclusions, je notais, pourrait faire l'objet d'une discussion très longue, en fait. Et je pense qu'à travers justement le réseau RFIX et les participants qui sont de la plupart de tous les pays de la francophonie, merci beaucoup pour ce partage. Et c'est sûr qu'on aura l'occasion de continuer à discuter. Il y a des questions qui ont été mises, on va de toute façon les colliger en fait pour qu'on puisse les transmettre. Alors merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.